Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes sur le plateau de Face à l'Afrique. Face à l'Afrique aujourd'hui, nous allons aborder les sujets de la pauvreté. La pauvreté, effectivement, la pauvreté en Afrique, c'est toujours là, elle est toujours là, elle est bien présente. Alors, comme la pauvreté devient, bien entendu, un fonds de commerce pour les uns et les autres, on va le savoir aujourd'hui avec l'apport des ONG en Afrique. Est-ce que cet apport est une vraie alternance contre la pauvreté? Pour le savoir, nous avons sur ce plateau deux invités. À ma droite, M. Sébastien Périmoni, qui est le vice-président du mouvement Solidarité et Progrès de Jacques Cheminade, membre également de l'Institut Schiller. Exactement. Bonjour. À ma gauche, nous avons M. Sidi Fall, qui est le coordonnateur général de MSU France, Mouvement pour le socialisme et l'unité, membre fondateur de l'IPDD, Initiative pour la démocratie en Afrique. Bonjour à tous, bonjour à vous. Bonjour. Je commence par M. Fall. L'Afrique va mal avec la pauvreté. Je suis tout à fait d'accord. L'Afrique va mal, très mal d'ailleurs, et que j'ai l'habitude de dire que l'Afrique ne peut pas se développer sur la base de la mendicité ou de l'aide internationale. Donc il faut que l'Afrique compte d'abord sur des ressources humaines, ses propres ressources humaines, et pour pouvoir développer le continent, et plus particulièrement sur la technique et la science. La technique et la science, quand on regarde toutes ces ONG qui pullulent en Afrique, on peut compter au niveau de l'Afrique centrale à peu près 10 000 ONG avec des sommes faramineuses investies, octroyées aussi à ces ONG qui deviennent en réalité ce qu'on appelle le charity business. Oui, bien sûr. On peut même voir que ça n'arrange pas le problème, puisque la pauvreté, au fur et à mesure que la multiplication des ONG prolifère, la pauvreté également prolifère. Donc on voit bien qu'apparemment ça n'arrête pas le problème. C'est un paradoxe, en effet. Et je pense que si on veut résoudre les problèmes de l'Afrique, et on voit avec le problème de l'immigration, dont on parle beaucoup en France aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut envoyer la France-Afrique avec ses valises, avec ses mallettes, ses ONG à la rivière, une bonne fois pour toutes. Et aujourd'hui, il y a des projets locaux, régionaux qui sont utiles, indispensables, mais qui doivent s'inscrire dans un développement plus global du continent. Et c'est vrai que les ONG aujourd'hui qui font des microcrédits ici ou microcrédits là ne règlent pas les problèmes de fond. Et donc aujourd'hui, il faut que ce soit pris en charge par les États pour les plus défavorisés et court-circuiter justement ces organisations et ces fonds financiers souvent étrangers qui ont souvent d'autres objectifs que le développement du pays en tant que tel. Alors, quand on regarde le développement en Afrique, on se rend compte que c'est aussi par déclinaison, on voit la corruption, parce qu'on ne se développe pas quand il y a la corruption. Or, de dirigeants africains ont vraiment cette manie de corrompre et d'être corrompus. Et comment voulez-vous que le pays se développe et on se retrouve avec le résultat de la pauvreté ? Je pense que je suis de ceux qui pensent que pour éradiquer effectivement cette corruption, il faudrait tout simplement d'abord avoir une bonne démocratie. Et je pense que la bonne démocratie, c'est la base de tout cela pour pouvoir éradiquer la corruption, pour pouvoir accéder vers ce qu'on appelle la croissance. Et pour avoir la croissance, il faudrait aussi de l'électricité, il faudrait de l'eau. Et qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que les États africains sont en faillite sur beaucoup de secteurs. Parce que tout simplement, ils investissent mal. Parce qu'en retour, en général, les fils du pays ne reviennent jamais après leurs études pour pouvoir développer ce continent. Et que l'Afrique peut être développée en comptant sur ses propres fils qui ont fait des études pour servir leur pays et non pas se servir. Et ce qui explique aujourd'hui ce type d'intellectuels ayant fait des études pour se servir et non pas servir le peuple. C'est ça qui explique cette corruption, raison pour laquelle d'ailleurs nous, au niveau de l'IPDD, nous nous battons pour qu'il y ait une bonne démocratie, pour pouvoir avoir une bonne alternance, pour éviter les chefs d'État qui essayent de perdurer au pouvoir en torpillant les constitutions, etc., etc. Donc je pense que le débat aujourd'hui, c'est la démocratie. Et tant que l'Afrique ne pourra pas se battre pour la bonne marche et l'intégration à travers la jeunesse, pour que chacun de nous puisse compter sur nous-mêmes d'abord, et plus particulièrement sur les inventeurs, les chercheurs africains, pour relancer la croissance et relancer le développement en Afrique. Alors, on peut compter, comme je disais, plus de 10 000 ONG en Afrique centrale. Quand on regarde sur la carte africaine,
on est quand même étonné de se retrouver à plus de 50 000 ONG qui pullulent. Donc, c'est-à-dire qu'un occidental qui est en retraite, avec cette forme de mal de vivre, ici en Europe, il dit voilà, j'ai mon champ d'action en Afrique et je vais m'installer en Afrique avec mon ONG. Et je serai financé par mon cousin qui est ministre ici en Europe. Comment peut-on réguler cela en Afrique ? Je pense qu'il y a un point qui est souvent pas abordé dans ce genre de débat, c'est l'historique de ce que c'est que les ONG. Parce que si on prend la tradition des empires, par exemple l'Empire britannique avait déjà ce qu'on appelait ces dames patronesses. C'est-à-dire qu'ils organisaient des famines en Inde à l'époque, l'Empire britannique. Des famines, organisaient volontairement des famines pour la régulation de la population. Qui était la thèse malthusienne, en fait, qu'on est trop sur la planète, il faut réguler la population. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui en paye les frais de cette politique, qui est toujours active, hein. Et donc envoyer des dames patronesses, donc des ladies britanniques, qui allaient apporter des roses et se faisaient photographier pour dire on agit bien, etc. Et cette tradition malthusienne existe toujours en fait. Il faut voir qu'à la création de l'UNESCO, dont le premier président était Huxley, Julius Huxley, dont le frère Adolphe avait écrit Le meilleur des mondes, je ne sais pas si les gens l'ont lu. Dans le Retour au meilleur des mondes, Huxley dit que le problème majeur qui va se poser à l'avenir pour les Occidentaux et les empires, c'est la surpopulation et qu'il faut contrôler la population. Il écrit ça dans son livre Le Retour au meilleur des mondes. Et l'UNESCO, qui est créé juste après la guerre, l'Institut international de la conservation de la nature, dont on parle beaucoup en Afrique, l'IUCN, le WWF, oui. Créé en 1961 par d'anciens nazis, le prince Bernard de Hollande et le prince Philippe, dont on a vu dernièrement la famille faire des gestes prohibés sur les chaînes anglaises. Donc il y a cette idéologie. Il y a eu derrière tout ce courant d'ONG, dans beaucoup de cas, il y a cette idéologie malthusienne de contrôle de la population. Et moi, ce que je voulais dénoncer, c'est le WWF, qui est, je pense, la pire des ONG en Afrique, dont on parle beaucoup avec le sommet sur le climat, etc. aujourd'hui. Le climat, bientôt là à Paris, d'ailleurs. Voilà, qui est très importante. Aujourd'hui, vous avez, en 1971, ils ont créé la liste de Ramsar, je ne sais pas si les gens connaissent, qui fait quasiment de l'Afrique un endroit où on ne peut pas se développer. Il y a plus de 186 millions d'hectares, c'est 4 fois l'Allemagne, en Afrique, qui est protégé par le WWF, où il est interdit de faire des projets de développement. Donc à partir du moment où il est interdit de se développer, les conditions de vie ne s'améliorent pas et donc les ONG viennent donner ici quelques biscuits, si je peux m'exprimer ainsi. Donc il y a ce courant malthusien, génocidaire, il faut appeler les choses telles qu'elles sont, parce que le non-développement a quand même conduit à la mort de millions de gens en Afrique depuis quand même pas mal de décennies. Et je crois qu'aujourd'hui, on néglige d'identifier l'ennemi, son idéologie malthusienne, et qu'aujourd'hui, c'est souvent un des problèmes quand on cherche à apporter des solutions. Il faut d'abord identifier l'ennemi, ce courant idéologique malthusien qu'on va voir au sommet de Paris en décembre, et qui aujourd'hui est partout. Alors, on vient d'identifier l'ennemi. Alors, moi, je dis bien par rapport à ces ONG qui, entre guillemets, sévissent en Afrique. Nous avons l'action contre la faim, nous avons Agir ici, CARE, il y a Vision mondiale, il y a USAID accusé dernièrement de travailler avec la CIA, la Oxfam, etc. Il y a plusieurs... Donc, en fait, c'est leur champ de travail pour, bien entendu, à la fois noyauter, parce que quand on regarde le dernier rapport, l'article de Pougalam, on parle au sein de ces ONG, il y a également l'espionnage. Oui, je suis d'accord avec lui qu'il faudrait effectivement identifier l'ennemi, mais il faudrait aussi savoir que l'ennemi est connu aujourd'hui. Oui. Parce que ce qu'il faudrait aujourd'hui savoir, tous les fonctionnaires africains, la plupart, dépendent de la Banque mondiale et du FMI. Aujourd'hui, le continent africain ne possède pas une banque centrale pour pouvoir payer ses fonctionnaires. Le continent africain ne possède pas aujourd'hui les leviers d'une bonne économie pour pouvoir relancer l'économie nationale et internationale, alors que le continent africain repose sur une mine d'or. Nous avons toutes les ressources aujourd'hui pour faire nourrir la population africaine sans pour autant tendre la main. Ce qui se passe aujourd'hui, vous le savez, vous n'êtes pas sans ignorer que les chefs d'État ne cessent de parcourir le monde pour tendre la main, ce qui est inacceptable au XXIe siècle. Donc aujourd'hui, l'Europe procède aujourd'hui à ce qu'on appelle l'austérité. Or, l'Afrique, c'est quoi? C'est la gabégie, c'est le folklore. C'est qu'il faudrait arrêter. Raison pour laquelle je suis de ceux qui pensent qu'il faut compter encore sur nous-mêmes pour pouvoir relancer l'espoir
qui est possible aujourd'hui. Parce que des millions d'Africains aujourd'hui meurent dans le désert, meurent à travers la famine, alors que nous avons aujourd'hui des ressources halieutiques qui peuvent nous nourrir, et nourrir même, je peux dire, l'Europe. Donc je pense qu'il faudrait revoir aujourd'hui ce partenariat qui doit être un partenariat gagnant-gagnant, comme disent les Anglais, win-win. Voilà ce que je peux dire. Alors, gagnant-gagnant, alors je reprends encore le texte de Pogada qui dit clairement qu'à travers ces ONG, il y a l'espionnage. C'était même dit par les espions eux-mêmes, si vous voulez. Vous avez aujourd'hui des pays qui ont pris conscience de ça. Par exemple, la Russie, il y a 2 exemples récents. La Russie qui vient d'interdire la National Endowment for Democracy, cette organisation au mois de mai dernier, dont avec George Soros, je peux vous citer les noms dedans, pour ceux qui connaissent, il y a Samuel Huntington qui promeut le choc des civilisations, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, enfin tous les néoconservateurs américains. Et il y a même l'ancien président de cette National Endowment for Democracy qui a déclaré dans le Washington Post il y a quelques années que les choses que fait cette association aujourd'hui étaient faites clandestinement par la CIA il y a 25 ans. Donc voilà, c'est dit publiquement, il n'y a pas de tabou là-dessus. Et un autre exemple aussi, c'est l'Inde. L'Inde qui vient d'interdire tout financement de Greenpeace sur son territoire, parce que Greenpeace, justement, organisait des opérations pour empêcher tout projet de développement. L'Inde veut se développer dans le cadre des BRICS aujourd'hui, lancer des projets de barrages hydroélectriques, etc. Mais vous avez ces associations financées justement par les services secrets américains et britanniques qui viennent faire des opérations pour empêcher ces projets. Donc l'Inde a dit « basta » et on interdit ces associations soi-disant humanitaires ou ONG. Et on lance notre propre politique. Et c'est peut-être ce courage-là, aujourd'hui, qui manque à certaines personnalités africaines qui, je pense, sont au courant de ça, mais qui n'ont peut-être pas les manettes ou le courage encore de s'y opposer frontalement. Mais oui, George Soros a déclaré, vous voyez, avoir changé le régime en Ukraine dernièrement, ce qu'on appelle les révolutions oranges, financées par le Freedom House, la National Endowment for Democracy, la Soros Foundation, Open Society. Open Society qui agit aussi en Afrique, d'ailleurs. Partout. On le sait aujourd'hui. Et pour l'Afrique, par rapport à cette histoire d'Ebola, qui bien sont sûr, accusés par rapport à cette histoire d'Ebola. Là où certaines ONG comme Médecins sans frontières font un travail relativement honnête, entre guillemets, où essayent certains de leurs membres, on voit qu'il y a un sabotage de l'autre côté. Et pour l'Afrique, il faut savoir que l'Open Society et tous ces autres financent, j'ai découvert ça, l'IHRDA, donc l'Institut pour les droits humains et le développement en Afrique, qui sont financés. Donc si vous entendez parler de l'IHRDA, fuyez. Voilà. Oui, alors on peut fuir ces ONG, pour reprendre le terme de notre ami Périmoni, ces ONG qui exercent en Afrique, qui viennent avec ces côtés caritatifs, ces côtés aussi bienfaiteurs. Comment peut-on faire pour arrêter en fait ces flux de ONG en Afrique ? Oui, mais tout simplement parce qu'il faut que les chefs d'État prennent leurs responsabilités. Et qu'aujourd'hui, nous savons que nous avons la plupart des pays africains des chefs d'État qui dépendent effectivement qui dépendent de l'Europe et qui dépendent également des États-Unis. Maintenant, ce qu'il faudrait comprendre, aujourd'hui la jeunesse africaine est éveillée. Et qu'aujourd'hui, vous voyez toutes les grandes manifestations, comme ce qui s'est passé au Burkina, et comme ce qui s'est passé même récemment au Congo, etc. etc. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait combattre, cette injustice aujourd'hui, il faudrait encadrer au fait la justice dans les pays africains d'abord. Leur donner des moyens financiers et des moyens logistiques pour qu'il y ait une très bonne justice, pour que la population puisse être protégée, le peuple puisse être protégé, la République dans son ensemble puisse être protégée. Ce qui ne fut pas le cas aujourd'hui. Quand vous prenez le cas, par exemple, de la Mauritanie, qui est aujourd'hui le premier pays producteur, je peux dire, mondial de minerais en fer, aujourd'hui, avec le fer, on fabrique des véhicules comme Peugeot, Renault, etc., y compris même la carrosserie des métros et des TGV en Europe, alors qu'il n'y a pas de train et il n'y a pas de véhicule en Mauritanie. C'est inacceptable. Quand vous prenez par exemple le cas au Sénégal avec l'exploitation des mines d'or de Sabodola, alors que la population, il y a plus de 200 000 Sénégalais qui vivent, je peux dire, plus de 33% de la population vit aujourd'hui au sein de la pauvreté.
c'est inacceptable. Vous voyez donc ces manquements, et alors qu'on nous dise que l'or est exploité par-ci, par-là, et vous savez ce que représente l'or au niveau de l'Europe et au niveau des États-Unis. Je pense que je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait renforcer la démocratie en Afrique. Il faudrait donner plus de moyens. Et plus de moyens, il nous faut des outils, des mécanismes de développement comme une banque centrale pour l'Afrique. Il y a quelques banques centrales, il y a sur les 3 zones, enfin, il y a quand même tout au niveau de la CEMAC, il y a une banque centrale, au niveau de la CEDEAO, enfin CEDEAO, il y a UMOA, il y a Mais toutes ces banques, M. Roger, vous voyez, le conseil d'administration, en général, il y a toujours, excusez-moi du terme, un colonisateur. Donc, vous voyez, entre guillemets... Il faut dire les choses comme... Voilà, donc... Voilà, il ne faut pas hésiter de dire les choses. Non, parce que c'est pas moi qui le dis. Vous voyez, à la Banque centrale, il y a des décideurs qui nous imposent leurs lois. Alors, donc, aucun chef d'État n'a pas les mêmes prérogatives qu'un membre de la Banque centrale. Vous voyez donc cette dépendance qui nous oblige aujourd'hui à continuer à tendre la main. Et tant qu'on continue à tendre la main, nous ne sortirons jamais de la torpeur et de l'angoisse. C'est pour cela ce qui explique cette misère perpétuelle en Afrique. Et voilà 50 ans de dépendance qui n'a jamais rien donné. Donc il faudrait revoir ce modèle de coopération. Il faudrait revoir effectivement cette façon de faire la politique. Aujourd'hui, la politique a changé. Il faut que aussi les hommes qui exercent la politique changent. Les gens changent. Alors, je vais répondre, je continue aussi sur cette lignée, votre lignée d'ailleurs, sur ce que la Russie vient de faire. Le ministre sioniste, lui-même il s'est dit, sioniste, des Affaires étrangères, pas le moindre, d'Israël, Avigdor Lieberman, un parti d'Israël qui est assez très très dur, était à l'origine d'une curieuse initiative au Parlement Knesset pour demander une enquête sur l'origine de financement des associations, des organisations non gouvernementales. Alors, il dit, je cite, d'après les informations à sa possession, la plupart des ONG qui parlent des droits de l'homme n'étaient en fait que de simples succursales de services secrets étrangers. Que pensez-vous de ça, de cette déclaration assez fracassante? C'est au moins la vérité est publique, ce qui est quand même intéressant aujourd'hui, ce qui permet de lancer ce combat. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, surtout ces néoconservateurs, où l'ancien chef de la CIA dirigeait le Freedom House. Donc on voit bien le lien où Suzanne Nossel, donc je crois qu'il est cité dans l'article. Tout à fait, il est cité dans l'article. Voilà, donc on a que j'avais vu. Ouais. Donc était quand même conseiller dans l'ambassadeur Holbrooke aux Nations Unies pour Obama, sous la présidence Clinton, je crois. Voilà, Clinton. Et après est devenu président d'Amnesty International pour les États-Unis. Donc on passe de secrétaire d'État. Après, il est devenu secrétaire d'État sous Clinton au moment de l'affaire libyenne. Donc on voit bien qu'on passe d'une ONG pour aller ramper dans la société civile et organiser quelques rébellions ici ou là. Et après, on repasse à des postes, je dirais, diplomatiques ou, je dirais, institutionnels. Donc, sur ça, je dirais qu'il y a de moins en moins de secrets. C'est d'ailleurs pour ça que des pays, aujourd'hui, ont le courage de mettre à la porte, tout simplement, ces ONG. Donc, et surtout, mais ce qui est encore plus important, je pense, c'est vraiment de comprendre l'idéologie qu'il y a derrière. Cette idéologie, vraiment, de génocide. C'est pas simplement du contrôle géopolitique. Vous voyez, ce que je disais sur les Huxley, l'UNESCO, le WWF, il y a eu à l'époque le Club de Rome, fondé par Henry Kissinger, qui prenait la réduction de la population mondiale à moins de 2 milliards d'êtres humains, explicitement. Et on disait le problème c'est l'Afrique, parce que demain, ça se trouve, l'Afrique utilisera ses ressources. C'était dit mot pour mot. Et quand vous voyez aujourd'hui, on pourrait dire que c'était le passé, à l'époque, c'était pas la même culture. J'ai découvert un document dernièrement qui est très intéressant de Desertec. Alors Desertec, tout le monde a entendu parler, par exemple. Donc voilà, avec le petit logo du Club de Rome, pour qu'on utilise le désert d'Afrique avec des panneaux solaires pour fournir de l'électricité aux Européens, même pas aux Africains. C'est souvent à ça qu'on a peur de faire face. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de l'espoir, parce que, pour rebondir sur ce que vous disiez, le monde change. Moi, je travaille avec l'Institut Schiller au niveau international. On a organisé des conférences aujourd'hui qui a donné naissance... Il y a une dernière conférence dernièrement qui est accessible sur le site de l'institutschiller.org France. On voit justement les BRICS, l'alliance des BRICS, qui va discuter avec des Africains, qui va discuter avec les gens d'Amérique latine
pour justement... Avec l'Iran, j'ai vu l'ambassadeur... L'ambassadeur d'Iran était présent, tout à fait, justement, et qui discute de ces problèmes concrets, de cette politique de génocide qu'on a acceptée, où on a laissé faire, ou qu'on n'a pas vu arriver dans certains cas, depuis maintenant 40 ans, depuis le Club de Rome et ses institutions comme le WWF. Donc aujourd'hui, il y a une partie du monde avec les BRICS et les discussions qu'il y a, qui comprend et qui sort de ça. Donc c'est une chance énorme pour l'Afrique. Et moi, je suis européen, je ne suis pas africain. Donc moi, à mon niveau, et ce que nous faisons avec Solidarité Progrès ou l'Institut Schiller aujourd'hui, c'est d'essayer de changer justement nos politiques en France qui se soumettent totalement à ça. C'est la France aujourd'hui qui organise le sommet de ce que nous appelons le sommet de la dépopulation, qui n'est pas le sommet du changement climatique ou du réchauffement climatique. Ça, c'est des excuses scientifiques pour imposer une idéologie impérialiste. Donc il faut dénoncer ce sommet de la dépopulation parce que ceux qui organisent ce sommet sont explicites. Il parle de réduire la population à moins de 2 milliards d'êtres humains. C'est cette fausse idée de la conservation, de la stabilité. Vous voyez, le progrès, c'est dangereux, il ne faut pas transformer la nature. Et ça, c'est l'idéologie à combattre aujourd'hui, le malthusianisme. Quand on écoute M. Pirimoni, on peut dire que l'Ebola qui a été cette année une terrible épidémie qui a frappé l'Ouest, ça a même failli descendre au Sénégal, votre pays. On s'est dit que ça a été inoculé volontairement, alors, en définitif, pour derrière remettre d'ONG qui viennent couvrir la zone, en fait prospéter aussi également, parce qu'ils travaillent pour des gouvernements occidentaux. Je ne peux pas le dire. Parce que, comme on dit en termes juridiques aussi, c'est vrai, l'accusation est facile, mais la preuve est difficile. Et que, M. Roger, comme vous le savez, je suis toujours de ceux qui pensent qu'avec les chercheurs et scientifiques africains, savez-vous que l'Afrique détient le 4e inventeur mondial de trains bateaux électrosolaires après Trivitick, Siemens et Stephenson? Alors qu'on ne peut pas bien aujourd'hui en profiter avec ce grand ingénieur africain, parce qu'il n'a pas les moyens de sa politique pour pouvoir développer ses inventions, pour donner de l'emploi à chaque Africain. Alors qu'avec le bateau-train électrosolaire, je peux dire sur ce plateau que le chômage sera éradiqué. Et quand on combat le chômage, je pense qu'on combat la misère. Et je pense que c'est à partir de là. Or, ces chercheurs scientifiques aujourd'hui sont persécutés en Afrique. Ils se retrouvent aujourd'hui aux États-Unis et en Europe, ce qui est inacceptable au XXIe siècle. C'est pour ça que je dis que le monde a changé. Il faut que les gens changent aussi. Et il faudrait qu'on puisse aussi encore renforcer la démocratie en Afrique. Parce que nous n'avons plus de démocratie en Afrique. Nous avons tout simplement ce qu'on appelle la monarchie, la monarchisation du pouvoir, etc., le tribalisme, etc. Il faut dépasser ce stade aujourd'hui. Et je pense que, je suis toujours moi en tout cas de ceux qui pensent qu'il faut développer ce continent à travers toujours la technique et la science. Savez-vous, M. Bongos, nous avons du sel aujourd'hui au Sénégal. Après transformation du sel, on peut avoir du chlore. C'est avec le chlore qu'on fabrique de l'eau potable, savez-vous. Et on nous dit que l'eau potable est devenue une denrée rare, ce qui est inacceptable. Après transformation du sel, on peut avoir... C'est la rivière bleue ou verte, je ne sais pas, une zone où on s'appelle la rivière bleue, là où on... Lac Rose, comme... Lac Rose, voilà, pardonnez-moi. Voilà, c'est là où on peut exploiter beaucoup de sel. Et avec ce sel, après transformation toujours, on peut avoir du microchrome pour soigner nos malades. Combien de milliards que nous dépensons aujourd'hui pour faire développer effectivement une entreprise étrangère, or qu'on pouvait tout simplement créer aujourd'hui des emplois sur place. Alors, voilà. je reprends quand même, quand je disais ces gens-là viennent inoculer le virus, etc., je reprends le terme d'ancien secrétaire d'État américain, Colin Powell, qui n'a-t-il pas raison, il a dit, donc c'est déclaré, je cite, « Nous avons les meilleures relations avec les ONG qui sont un tel multiplicateur de force pour nous, une part si importante de notre équipe de combat. » Croyez-vous que ce que je viens de dire n'a pas de sens? Vous savez, chacun défend ses intérêts. C'est à nous de prendre nos responsabilités, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est à nous aujourd'hui de voir ce qui est possible de faire en Afrique et ce qui n'est pas possible de faire en Afrique. Parce que ce qu'il faudrait savoir aujourd'hui, ce qu'un citoyen africain
peut faire à l'étranger, peut faire il peut pas le faire au fait dans un autre pays étranger. Aujourd'hui, on est, excusez-moi du terme, un peu stigmatisé à travers le monde. Vous voyez l'exode rural aujourd'hui, l'immigration comme on l'appelle clandestine. Voilà, c'est des termes qu'on utilise toujours au détriment de la population africaine, alors que nous sommes tous nés égaux, comme dit la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1786. Donc, vous êtes trop humaniste, alors voilà. Vous avez peut-être les réalités des choses, mais vous ne voulez pas le dire d'ailleurs. Hein. Sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, voilà. J'ai bien aimé la réponse de Snowden qui dit voilà, vous êtes le centre, celui qui a révélé voilà, tous les scandales de la NSA, qui dit vous êtes le centre de la démocratie, du droit à la parole, de la liberté d'expression, mais quand j'ai demandé l'asile, il n'y a que la Russie qui l'a accepté. Voilà. Alors, que pensez-vous de la déclaration de Colin Powell qui avait dit devant tout le monde qu'il avait menti par rapport à cette histoire de Oui, aujourd'hui, je pense qu'il y a une décomplexion, et c'est un peu ce que vous disiez sur les monarchies, etc. C'est-à-dire qu'on est passé d'une structure impériale, coloniale, structurée, organisée, entre guillemets, à quelque chose de beaucoup plus chaotique, de mercenariat, quelque part. Donc aujourd'hui, on est carrément, vous avez des entités privées qui sont capables de déstabiliser un pays entier. Une compagnie, je sais pas, de minerais de fer, par exemple, ou d'uranium. D'ailleurs, Michel Rocard, je ne sais pas si vous avez vu dans le journal Le Monde, explique qu'en 2010, Africa Rail, qui était ce projet pour développer le train justement entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo et le Bénin, il y avait tout un projet. Et à l'époque, le fils de Mamadou Tandja avait pris contact avec les Chinois pour réaliser ce projet. Michel Rocard dit dans Le Monde cette semaine qu'au moment où l'Élysée a appris ça, Mamadou Tandja, il est resté 1 semaine au pouvoir et on a organisé la chute de son gouvernement. Donc ça, c'est même dit dans la presse aujourd'hui. On vous dit que la France, en 2010, organise des coups d'État en Afrique. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a une forme de décomplexion qui est très dangereuse de cette oligarchie financière et de ces mercenaires, comme Colin Powell, qui a bien fait son travail, et qui est une forme de danger, puisqu'on passe d'un système qui était organisé à un système complètement décentralisé, une sorte de guerre de gang, une sorte de Mad Max à l'échelle internationale, si on pourrait prendre une métaphore, et que ça, c'est aujourd'hui peut-être une des causes qui fera plonger le monde dans la barbarie si rien n'est fait pour l'éviter aujourd'hui. Alors, quant à Pogela, je vais encore... qui est assez stratège, il vit en Suisse, dit l'image qui est véhiculée en Europe, on voit au niveau des aéroports, c'est pour frapper de conscience. On met un enfant sali, très sale, africain, amaigri, et tout ça, etc., pour montrer, indexer l'Afrique, pour que l'Afrique reste toujours dans la misère. Croyez-vous? Et que les ONG partent pour justifier leur comportement en Afrique. Vous répondrez rapidement à ça aussi. Oui, mais je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut changer aussi de comportement. Il faut aussi démontrer qu'on est capable aujourd'hui de montrer qu'on est censé développer notre continent avec notre propre intelligence, avec nos propres ressources. C'est possible. Voilà. C'est possible. Alors, c'est possible de changer cette image qu'on voit dans les métros, dans les gares, dans des aéroports. Quand on débarque tout de suite, c'est l'image d'enfant amaigri, avec un gros ventre, tout ça, etc. Il faut voir l'Afrique avec les yeux du futur, comme je dis toujours, c'est le nom de mon blog. Je pense il faut sortir de ces mensonges. Vous savez, moi, quand j'étais petit, c'est ce qui m'a beaucoup choqué, on montrait toujours des images de la surpopulation et à chaque fois, on me faisait voir des petits Africains. Or, j'ai regardé, la densité démographique en Afrique est 3 fois inférieure à celle de la France, par exemple. Donc, il y a 3 fois moins de gens en Afrique qu'en France. Mais quand on vous parle de surpopulation, c'est toujours l'Afrique qu'on vous montre. Donc il y a ce genre de paradoxe qu'il faut démonter et voir l'Afrique avec les yeux du futur et toujours combattre, comme vous disiez, que des gens comme vous soient toujours sur le front et prennent leurs responsabilités, comme nous on essaie de le faire en France pour permettre ce développement. Permettre ce développement, voilà, amis téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre émission, mais cette émission parle bien entendu des ONG qui, entre guillemets, sévissent en Afrique. On voit en Afrique centrale, là où il y a des poches de rébellion, il y a aussi des ONG comme en RDC, il y a des 130 ONG qui sont installées en RDC. En Centrafrique, il y en a 210, donc on peut regarder au niveau de l'Afrique centrale, il y a à peu près 10 000 ONG. On se demande pourquoi ces ONG sont telles là. Alors, la seule question, c'est question aussi finance.
En RDC, par exemple, pour ces 230 ONG, les Nations Unies déboursent une enveloppe à hauteur de 3 milliards de dollars. Donc ça fait des sommes extrêmement importantes. Pour éradiquer ces ONG en Afrique, il faut que les Africains se prennent en charge. Comment? Ben, l'avenir nous le dira. Merci et à très bientôt. Au revoir.